Vous avez déjà été cette personne dans la famille, celle qui est toujours le problème, peu importe ce que vous faites. Dites-le moi, parce que vous n'êtes pas seul. Le chalet de Courchevel sent le pain et le fric, mais moi, tout ce que je sens, c'est l'odeur du mensonge, un mensonge que je vis depuis 8 mois. Je suis là, au milieu du grand salon, mes doigts crispés sur un paquet cadeau parfaitement emballé, les yeux fixés sur son contenu. À l'intérieur, une carte de membre pour une application de rencontre exclusive pour les femmes dont l'horloge biologique, soi-disant, ferait un peu trop de bruit, une blague cruelle, l'idée que ma sœur Chloé se fait d'un cadeau de Noël attentionné, le feu crépite dans l'âtre en marbre, mais le froid qui règne dans cette pièce n'a rien à voir avec la neige qui tombe dehors, en drap épais et silencieux. Derrière, les baies vitrées, Chloé glousse, un son de cristal qui se brise. Je l'ai vu sur le compte d'une influenceuse, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. Les avis sont incroyables, pour les femmes qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Je ne lève pas les yeux, je fixe la boîte, l'audace. Prends-le, ma chérie, intervient ma mère. Catherine, depuis son fauteuil aux allures de trône. Chloé s'inquiète juste pour toi. Mon père, Jean-Pierre, ne dit rien. Il fait juste tourner le liquide ambré dans son verre en cristal, évitant mon regard. Son associé, Bernard Dubois, et le fils de ce dernier, Alexandre, le fiancé de Chloé, trouvent sourdin l'art abstrait sur le mur absolument fascinant. Même Sophie, l'organisatrice du mariage, semble mal à l'aise. Je referme la boîte. Mes mains sont stables, même si j'ai l'impression de me briser de l'intérieur. Cette fois, je ne vais pas fuir. Je ne vais pas me réfugier dans ma voiture pour retourner à l'aéroport, retourner à ma vraie vie, retourner auprès de mon mari, Lucas. 8 mois, 8 mois de silence, 8 mois qu'ils ont ignoré mon mariage. À table, le cristal et l'argenterie scintillent sous l'énorme lustre. Ma mère tape sur son verre pour porter un toast. À cette saison si spéciale, annonce-t-elle, sa voix calibrée pour la performance. À ma merveilleuse fille, Chloé, et à son mariage à venir, un événement princier des temps modernes. Elle tourne son regard vers moi, comme un prédateur qui repère sa proie. Chloé a toujours su faire les choses avec grâce, en pensant à sa famille. Les mots sont une gifle. Mais toi, Manon, demande-t-elle, la voix pleine de pitié. C'est pour quand? Ton tour. Le silence s'abat sur la table. Tous les yeux sont sur moi. Chloé se penche en avant, son visage parfaitement sculpté, arrangé, en un masque d'inquiétude sororale. Elle attend que je m'effondre, que je trouve une excuse, que je m'excuse d'exister. Je pose ma fourchette. Le tintement du métal sur la porcelaine résonne dans le calme soudain. Je croise le regard de ma mère. C'est déjà fait? Je dis. Ma voix est calme, égale. Je suis mariée depuis 8 mois. Le visage de ma mère se vide de son sang. La confusion, puis l'incrédulité, puis la rage pure, sans phare. Menteuse, siffle-t-elle, ses mains frappant la table. Tu t'es mariée en secret. C'est ça pour nous humilier. Je ne me suis pas mariée en secret. Je réponds, la voix toujours posée. J'ai envoyé des invitations à tout le monde. Le chaos que j'attendais éclate. Mon père m'accuse de mentir pour saboter la fête de fiançailles pour l'allée de Chloé. Les yeux de Chloé s'emplissent de larmes bien orchestrées, me traitant de jalouse et de pathétique. Ils ne se souviennent pas, ou ils font semblant. L'architecte en moi, cette partie de moi qui voit les systèmes et les structures, comprend avec une clarté soudaine et glaçante. Ils n'oublient pas seulement, ils effacent activement. Tu es une menteuse, hurle ma mère, le visage déformé. Nous n'avons jamais rien reçu. Pourquoi tu n'as pas appelé exige mon père, sa voix tonnant à travers l'acajou poli de la table. Si tu t'en souciais un minimum, tu aurais décroché ton téléphone. Il faut toujours que tout tourne autour de toi, n'est-ce pas, Manon? Chloé s'agrippe au bras d'Alexandre. Tu ne supportais pas que j'ai un mariage magnifique. Alors tu as dû inventer cette histoire insensée. Les accusations pleuvent, comme des éclats d'obus. Mais je ne bronche pas, je les laisse épuiser leur première salve de rage, leur tentative désespérée de réécrire la réalité. Puis, quand un silence fragile s'installe, je parle. Ma voix est basse, mais elle tranche la tension. Vous savez quel a été le pire? Je demande, passant du visage furieux de ma mère à celui déçu de mon père. Ce n'était pas le silence, c'étaient les 2 chaises vides.
Je décris le jour de mon mariage. Le petit domaine viticole près d'Aix-en-Provence. Si beau que Lucas et moi avions trouvé. Les 150 invités venus de toute la France. Sa famille, qui m'a accueilli à bras ouverts, et les 2 chaises et au premier rang. Je leur raconte comment j'ai acheté un tissu spécial pour elle, un brocart de soie dans le ton de bleu préféré de ma mère, comment j'ai passé des heures à peindre à la main de petits panneaux en bois où il était écrit «Mère de la mariée» et «Père de la mariée». Je leur dis comment je les ai décorés de fleurs sauvages, parce que ma mère m'avait dit un jour, il y a des années, qu'elle les adorait. Je leur raconte comment je suis restée avec mon propre organisateur de mariage pour m'assurer que la lumière les frapperait juste comme il faut. Je décris l'humiliation de la cérémonie retardée, les regards pleins de pitié de la famille de Lucas, les chuchotements, et je leur parle du moment où j'ai finalement dû accepter qu'ils ne viendraient pas, le moment où j'ai dû demander au personnel d'enlever les chaises parce que je ne supportais plus de les regarder, je ne supportais plus de voir cet espace vide, là où ma famille elle était censée être. Mes mots flottent dans l'air. Sophie, l'organisatrice de mariage, a les larmes aux yeux. Bernard Dubois baisse les yeux sur son assiette, la mâchoire serrée. Même Alexandre a l'air secoué. Un instant, ma mère semble abasourdie. Mais alors Chloé, ma sœur, l'enfant prodige, voit son ouverture. Elle se lève, ses propres larmes coulant maintenant à flots. « C'est bon, sanglote-t-elle. C'est moi, j'ai caché les invitations. » Ma mère halète, mais Chloé continue, transformant sa cruauté en acte héroïque. « Je l'ai fait pour vous protéger, crie-t-elle en regardant nos parents, pour protéger cette famille. Ce mariage avait l'air tellement bas de gamme. Une grange au milieu de nulle part. Vous auriez eu honte. Je ne pouvais pas laisser le mauvais goût de Manon rejaillir sur nous tous. J'essayais juste de protéger la réputation de notre famille. » Je la regarde, presque impressionnée. Tandis qu'elle tord la narration, la malveillance devient protection, le sabotage devient amour. Et je vois l'étincelle de soulagement dans les yeux de mes parents. Ils ont leur excuse, ils ont leur porte de sortie. Et à cet instant, je sais. L'émotion brute est une langue qu'ils ne parlent pas. La logique et les preuves sont tout ce qu'ils comprendront jamais. Je me lève de table, mon mouvement est calme, délibéré. L'action soudaine réduit la pièce au silence. Je m'éloigne de la table, mes talons claquant sur l'ardoise importée, et je me dirige vers le salon attenant où une Smart TV de plus de 2 mètres est montée au-dessus de la cheminée, affichant une vidéo en boucle d'une forêt enneigée. « Manon, assieds-toi » ordonne ma mère, sa voix retrouvant son tranchant autoritaire habituel. « Nous n'avons pas fini. »« Si, nous avons fini » je dis sans me retourner. « On change juste de salle. » Je m'arrête devant l'écran géant, dos à eux. Je sens leurs yeux sur moi, un mélange de confusion et de colère. C'est moi qui ai conçu les systèmes intelligents de cette maison. Vous savez, ma voix est conversationnelle, presque légère. Juste après mon master en architecture de l'expérience utilisateur, papa m'a embauchée, payée en visibilité et avec une réduction famille, ce qui signifie que j'ai bossé gratuitement. J'ai installé chaque caméra, chaque serveur, chaque interface que vous utilisez chaque jour. En passant sans chuch. Quel est le rapport grogne mon père. Tout, je dis, sous la table, le numéro de mon mari, Lucas, était déjà sur mon téléphone. Il m'a suffi d'envoyer un seul mot, maintenant. Il est consultant en cybersécurité pour un grand cabinet. Il protège des entreprises qui valent des milliards contre des attaques hostiles. Le réseau domestique de ma famille n'avait aucune chance. La forêt enneigée sur l'écran vacille et s'éteint, remplacée par un simple bureau d'ordinateur. « Qu'est-ce que tu fais » demande Chloé, la voix acérée par l'alarme. J'accède au serveur principal à distance. Je réponds, toujours face à l'écran. Le mot de passe administrateur n'a jamais été changé, même si je vous ai envoyé 3 emails distincts pour vous rappeler le risque de sécurité. Mes identifiants sont toujours valides. Je suis donc toujours légalement l'administratrice du système. Par conséquent, que mon mari y accède en mon nom est parfaitement légal. Le curseur sur l'écran bouge tout seul, glissant vers un dossier sur le bureau. Lucas, à des milliers de kilomètres, est mon fantôme numérique. Je me retourne pour leur faire face. Mon expression est illisible. Dans mon métier, on étudie les systèmes, on analyse comment les utilisateurs interagissent avec eux.
On identifie les points de friction et on les redessine pour une meilleure fonctionnalité. Pendant des années, j'ai cru que l'utilisateur, c'était moi. J'ai cru que c'était moi qui n'arrivais pas à comprendre le système, mais j'avais tort. Le système lui-même est fondamentalement défaillant. C'est une structure familiale narcissique classique. Un enfant est désigné comme l'enfant prodige. On m'a... Je regarde Chloé, dont le visage est devenu blême. Elle ne peut rien faire de mal. Ses succès sont les succès de la famille. Ses échecs sont ignorés ou imputés à d'autres. Elle est le centre de l'univers. Et puis, il y a le bouc émissaire. Je fais un geste vers moi-même. Le bouc émissaire est le problème. Elle est la cause de tout le stress familial, la source de tous les conflits. Elle existe pour absorber le dysfonctionnement de la famille, pour être la méchante dans l'histoire qu'ils se racontent. Leur famille parfaite serait parfaite. Si seulement elle n'était pas là, en le curseur à l'écran survole le dossier. Il est intitulé en lettres simples et austères « Projet démolition ». Et ce soir, je démantèle enfin ce système défaillant. Je me retourne vers l'écran. La pièce est si silencieuse que je peux entendre le bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine. Le curseur de Lucas clique et ouvre le dossier. Commençons par la première preuve irréfutable. J'annonce, ma voix est froide et claire comme l'air de l'hiver dehors. La première image qui apparaît est un scan haute résolution d'un reçu Chronopost. Date 12 février, heure 10h15. Signé par Chloé. Sa signature, une boucle arrogante que je connais depuis toujours, est parfaitement lisible. Chloé ricane, se remettant rapidement. Et alors, je signe pour des colis tout le temps. Maman et papa reçoivent des dizaines de livraisons. Ça ne prouve rien. Ah, elle a raison. C'est circonstanciel, j'admets. Ce qui nous amène à la deuxième preuve. L'image à l'écran change. C'est maintenant une capture d'écran des paramètres du compte email de notre mère. Une page spécifique, filtre. Tout en haut de la liste, il y a une règle. Je la lis à voix haute pour eux. Si un message provient de Manon ou contient les mots mariage, invitation ou Lucas, alors marquez comme lu, ignorez la boîte de réception supprimée définitivement. Ma mère suffoque. Je n'ai jamais créé cette règle. Bien sûr que non, je dis. Mais ce filtre a été créé le 14 février. 2 jours après la livraison des invitations, il a été créé depuis une adresse IP qui correspond à cette maison, spécifiquement au téléphone de Chloé. J'essayais juste de réduire le désordre dans les emails de maman, balbutie Chloé, les yeux écarquillés par la panique. Elle est si vite dépassée. Alexandre, son fiancé, la dévisage, son expression se durcissant. Tu as filtré les emails de mariage de sa propre fille, demande-t-il. Sa voix dangereusement basse. L'écran change à nouveau. Il montre maintenant un email envoyé, un qui semble provenir de ma propre adresse. Il est daté d'1 semaine après l'arrivée des invitations, adressé à ma mère et à mon père. Objet mariage annulé. Le corps du message est court, prétendant que Lucas et moi nous sommes disputés et avons tout annulé. Un email spoofé classique, j'explique. Facile à faire si on sait s'y prendre. Difficile à tracer, sauf si on a un expert en cybersécurité pour Marie qui peut extraire les données brutes de l'entête et trouver le serveur d'origine. Un serveur situé dans le café préféré de Chloé, en ville. La dernière preuve est celle que j'attendais. Je hoche légèrement la tête, un signal silencieux pour Lucas, l'écran devient noir, puis se remplit d'une vidéo d'une clarté cristalline. Elle provient de la caméra au-dessus de la porte d'entrée, celle que j'ai installée moi-même. L'horodatage indique 12 février, 10h14. Le camion Chronopost est visible dans l'allée. Nous regardons Chloé, en tenue de sport, ouvrir la porte, sourire et signer pour le colis. Elle referme la porte, regarde l'adresse de l'expéditeur, et son visage change. Le sourire s'efface, remplacé par un rictus de pure rage. Elle n'hésite même pas. Elle marche directement vers le bac de recyclage sur le côté du Porsche, soulève le couvercle et jette le paquet entier à l'intérieur avec un geste d'un dégoût violent. Elle claque le couvercle, s'essuie les mains sur son pantalon comme si elle avait touché quelque chose de sale, et rentre à l'intérieur. La vidéo s'arrête. Silence. Un silence total, complet.
est dévastateur. La boucle vidéo se termine, laissant l'image du visage furieux de Chloé figée sur l'écran géant. Le silence dans la salle à manger est une chose vivante, lourde et suffocante. Alexandre est le premier à bouger. Il se lève si lentement que ça en paraît douloureux. Ses yeux ne quittent jamais Chloé. Il lui retire l'énorme bague en diamant du doigt. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas un geste dramatique. C'est un acte de rupture finale et silencieux. Il pose la bague sur la table, à côté de son assiette où elle repose comme une minuscule pierre tombale scintillante. Alexandre, murmure Chloé, la voix brisée. Son avenir tout entier s'évapore sous ses yeux. Je ne peux pas t'épouser, dit-il, sa voix vide de toute émotion. Je pensais épouser une partenaire, pas une saboteuse, pas un monstre. Son père, Bernard Dubois, se lève à son tour. Il regarde mon père, Jean-Pierre, avec une profonde déception. Jean-Pierre, dit-il, et sa voix porte le poids d'une relation d'affaires de 30 ans. La fusion à 80 millions d'euros que nous devions signer le mois prochain s'est annulée. Ah non, le visage de mon père devient cendré. On dirait qu'il a reçu un coup de poing. Bernard, attends, balbutie-t-il. On ne peut pas laisser une querelle de famille interférer avec ce contrat. Ce n'était pas une simple querelle. Jean-Pierre, la voix de Bernard est glaciale. Pour être parfaitement clair, toute la valorisation de cette fusion, la raison même pour laquelle le groupe Dubois était intéressé, dépendait de l'intégration du talent de ta fille dans notre entreprise. Il me regarde. Pas Chloé, moi. Nous essayons de débaucher Manon depuis 2 ans. Son travail en architecture de l'expérience utilisateur est légendaire. Nous pensions que cette fusion était le seul moyen de l'avoir. C'était elle, l'atout. Jean-Pierre, pas ton entreprise dépassée. Sans elle, vous n'avez rien qui nous intéresse. L'atout insoupçonné, le retournement de situation est si parfait qu'il en est presque poétique. Chloé se tourne vers moi, le venin dans les yeux. Je vais m'assurer que tu ne travailles plus jamais. Je ressens presque de la pitié pour elle. Presque. Non, tu ne le feras pas, je dis calmement. Elle rit, un son aigu, hystérique. Regarde-moi bien faire. Ah, je sais que tu as enregistré le dîner de ce soir. Je continue, ma voix stable. Mais cet enregistrement est irrecevable. Le droit français est très strict sur le respect de la vie privée. Donc, ta petite vidéo de notre conversation reste privée. Une lueur de triomphe traverse son visage. Elle pense avoir trouvé une faille. Cependant, je laisse le mot en suspens. La vidéo de la caméra de surveillance te montrant prendre possession d'un colis chronopost et le jeter immédiatement est une preuve parfaitement légale d'un délit pénal, le détournement de correspondance. Il est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. La couleur quitte son visage. Si un seul commentaire négatif sur moi ou Lucas apparaît où que ce soit en ligne, je dis « Cette vidéo part directement au procureur de la République. Je me demande ce que tes sponsors en penseront. » Échec et mat, elle s'effondre sur sa chaise. Un désastre brisé et gémissant. Je ne reste pas pour assister aux conséquences. Je tourne le dos à l'épave de leur vie, les fiançailles rompues, la fusion annulée, la ruine financière imminente, et je m'en vais. Ma mère crie mon nom. Sa voix est faible, désespérée. Manon, attends, on peut arranger ça. Mais il n'y a plus rien à arranger. Le système n'était pas défaillant, il a été conçu comme ça. Et moi, je quitte simplement le bâtiment. Je traverse le grand hall d'entrée, passe devant les portraits d'une famille heureuse qui n'a jamais vraiment existé. Et je franchis les immenses portes pour sortir dans la nuit froide et pure. Mon mari, Lucas, m'attend dans une voiture au bout de la longue allée sinueuse. Il ne pose pas de questions. Il m'ouvre juste la portière. Et tandis que nous nous éloignons, je ne regarde pas en arrière. Quelques jours plus tard, un paquet arrive. Par coursier express. À l'intérieur, niché dans une enveloppe d'entreprise portant le logo de la société de mon père. Un chèque de 100 000 €. La ligne du mémo est vide. Il y a une courte note dactylographiée. « Mais pour ton silence !» Je regarde le chiffre, les zéros s'étirant comme une ligne de main désespérée et suppliante. De l'argent pour acheter mon silence. Une dernière tentative pathétique de contrôler le récit, d'acheter ma docilité.
Il fut un temps dans ma vie où cet argent aurait été une bouée de sauvetage, un temps où je désirais ardemment n'importe quelle forme de reconnaissance de sa part, même de cette nature transactionnelle et lâche, mais cette version de moi est morte dans cette salle à manger. C'était elle qui leur avait gardé 2 chaises vides à son mariage. Elle n'est plus là. Je prends le chèque dans ma cuisine. Je le déchire en 2, puis en 4, puis en minuscules confettis sans valeur. Je dispose les morceaux sur mon plan de travail en granit. Je prends une photo nette avec mon téléphone et j'ouvre la discussion de groupe de la famille. Pour la toute dernière fois,